RCF. Nous avons déjà découvert Martine Billard dans sa poésie. Elle a écrit 13 recueils de poèmes et un livre sur les troubaïrites du XXIe siècle, les femmes troubadours. On va la retrouver aujourd'hui dans une autre forme littéraire qui est la prose. Bonjour Martine. Bonjour Billard. Marie-André. Donc, il y a eu tout un cycle romanesque, Les Veilleurs d'Horizon, qui correspondent à plusieurs romans qui s'enchaînent. Pourquoi un cycle romanesque? Est-ce que ça veut dire qu'on commence un roman avec l'intention d'en écrire un deuxième, un troisième, un quatrième? Ça commence comment? Alors, ça commence avec la rencontre avec un jeune homme, quand j'avais 20 ans, qui faisait des études de journaliste et qui aimait bien mes poèmes, mais qui m'a dit « Bon, c'est dommage que tu n'écrives pas des romans ». Alors, je lui dis « Mais pourquoi ?» Alors, il me dit « Parce qu'il y a beaucoup plus, en fait, de lecteurs de romans que de lecteurs de poésie ». Et puis, il a entrepris de m'expliquer ce qu'on dit dans les écoles de journalistes pour justement essayer de discipliner l'écriture, de la maîtriser, de cerner un sujet. Et moi qui ne m'étais exprimée jusque-là que sous la forme poétique, ça a été très, très instructif pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai mis un certain temps avant de m'habituer à l'idée que peut-être je pouvais écrire des romans. Et puis, je crois que j'ai été particulièrement interpellée par le fait qu'on était à la fin d'un siècle, c'est-à-dire la fin du XXe siècle, et qu'on était aussi en même temps à la fin d'un millénaire. Donc, j'ai été particulièrement intéressée par ce qui se passait à ce moment-là, et en particulier la jeunesse de ce moment-là. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on éprouvait? On était dans les grands lendemains de 68. On était en même temps dans une espèce de romantisme. Et c'était aussi le moment où il y avait cette espèce de transition entre, d'un côté, finalement, des aspirations au retour à la finance et un grand matérialisme avec les Golden Boys. Et en même temps, il y avait aussi les punks, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus violent dans l'idée qu'il n'y avait plus de futur possible. Est-ce que ça veut dire qu'on construit un roman sur la réalité, sur le regard qu'on porte sur la société? Dans le cas qui me concerne, il y a des éléments biographiques dans chacun de mes romans. Après, évidemment, il y a tout le travail du romancier qui consiste à transcender le réel, à travailler l'écriture, à faire une construction, une architecture, et qui fait qu'au bout d'un moment, la vie se confond avec l'écriture, mais l'écriture, après, puise dans tout un tas d'autres domaines de réflexion, et ça finit par devenir un roman qui tient la route. Mais alors il faut quand même des personnages fictifs, il faut beaucoup de personnes pour faire un personnage. Et puis je crois que j'ai été aussi très intéressée par l'expérience des romanciers d'Amérique du Sud, en particulier Garcia Marquez ou Pérez Reverte, et ça m'a appris aussi à aller au-delà même de la réalité, quoi. C'est-à-dire à dépasser à certains moments ce qui peut être le vécu authentique pour aller vers quelque chose de plus, pas de plus délirant, mais en tout cas quelque chose de plus euphorique. C'est-à-dire qu'on se laisse entraîner, l'écrivain se laisse entraîner par ce qu'il écrit.
il va plus loin que ce qu'il avait prévu, peut-être. Ah oui, toujours. Et puis, à certains moments aussi, ça peut devenir des occasions de manifester quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est propre à une génération. Et je crois que dans le cas de Guetteur d'Infini, c'était le cas, vraiment. Je peux peut-être... Alors, Guetteur d'Infini, c'est le premier titre, c'est le premier, même si j'ai mis longtemps à l'écrire. Alors là, c'est vraiment sur la jeunesse, d'une jeunesse fin de siècle, en fait. Voilà. J'avais l'intention de vous lire un petit passage qui correspond à la fin du roman. Nous sommes la génération qui a survécu à toutes les dates annoncées de la fin du monde, aux massacres justifiés au nom de la fin du monde, aux suicides collectifs, aux concentrations prolongées dans des camps qui n'étaient plus nazis, au saccage des forêts et de toutes les espèces vivantes connues et à découvrir qu'elles contenaient, à l'empoisonnement chimique des rivières, à la transmission partout contaminée. No future. Nous sommes la génération qui est née avec le cancer et continue d'en voir tomber les victimes. La génération irrévérencieuse, rebelle et tellement pure qui a cru au processus de paix au Proche-Orient sans le voir jamais aboutir et attendra l'intégrale de la 3e révélation de Fatima. Nous sommes la génération contemporaine des exploits de Neil Armstrong, de Mère Teresa, d'Apple et de Greenpeace. Nous sommes la génération de la crise qui n'en finit pas, des pères au chômage, des majeurs SDF à 18 ans, des foyers de la DAS, des accidentés multiples et par milliers tués, la génération des records de suicides, la génération Requiem. L'empire des pères s'est déchiré en lambeaux de chair sanglante, des frontières de ce monde ne cicatriseront jamais. La génération fin de siècle, la génération fin de millénaire, la génération d'heures d'été et d'hiver, la génération formatée. Quelques années commencent à nous séparer d'un impact désastreux. Quelques milliers d'heures nous rapprochent d'une ère nouvelle. Nous avons hérité de la génération de nos pères, pas de nos ancêtres. De tout cela, il faudra nous libérer. Nous sommes les enfants nés du ventre de la guitare insolente de Jimi Hendrix. Frère, Villon prisonnier avait plus d'avenir que moi qui suis en liberté. Frère, il est triste de douter au cri des nouveau-nés. Frère, nous ne savons pas si vous pourrez encore vivre après nous. Frère, tout l'argent du monde ne suffira pas à combler ce désespoir. Et pourtant nous sommes jeunes et nous voudrions donner le goût d'aimer. Nous serons les pèlerins d'un monde, des bâtisseurs de mondes nouveaux et des veilleurs d'horizons. Et nous vous garderons l'art, notre meilleure part. Alors notre âme rejoindra l'âme du monde qui veillera sur vous. Nous suivons le cycle romanesque de Martine Billard, ce cycle qui a pour titre Les Veilleurs d'Horizon et qui ensuite se décompose en plusieurs romans qui va chacun avoir un titre bien défini avec sans doute un questionnement différent, Martine. Oui, alors chaque livre donc peut se lire dans sa singularité, indépendamment des autres. Le Bestiaire charnel, qui est le deuxième donc roman de la série, a été en réalité publié d'abord parce que c'était peut-être plus consensuel que Guetteur d'Infini, qui était le premier. Alors le Bestiaire charnel, ça part de l'idée que finalement, moi, dans mon existence, toutes les choses qui avaient été les plus difficiles à assumer étaient liées souvent à la souffrance d'un animal. Et donc, il y avait quelque chose qui était relié là au monde animal, et c'est pour ça que ça s'appelle le bestiaire. Le bestiaire, c'est en lien aussi, bien sûr, avec la littérature du Moyen-Âge, on n'en sort pas. Ça fait partie de mes périodes sources, quoi. Et puis, c'était aussi une façon de raconter le XXe siècle à travers l'histoire d'une famille du sud de la France, autrement que dans les manuels tels que moi, je les pratique quand je suis professeur avec mes élèves. D'histoire. Voilà. Les manuels scolaires. Voilà, donc entre l'histoire officielle et l'histoire des familles, il y a parfois des ponts, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le Bestiaire charnel. Et puis après, il y a un troisième opus qui s'appelle L'Arche des Saisons. Alors là, c'est un roman de société, un roman d'amour, mais aussi un roman sur les relations monoparentales, parce que pendant plus de 20 ans, j'ai été professeure principale dans mes classes.
Et j'ai recueilli, au-delà évidemment des soucis des parents, des fois des confidences aussi. Et souvent, ce sont de nos jours des mamans qui se confient. Donc il y a le secret professionnel qui fait qu'on ne peut rien dire, mais il en reste quand même une expérience d'écoute. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose en catalysant justement tout ce que j'avais pu ressentir à travers ce roman, L'Arche des saisons. On pourrait croire qu'il y a quand même une séparation entre la vie scolaire, le professeur et puis la famille. En fait, il y a des choses qui passent. C'est-à-dire que dès lors qu'on est professeur principal, on recueille effectivement tous les soucis de la société, quoi. Oui, quand il y a un problème. Et quand il y a un problème, en général, l'enfant est quelquefois en situation difficile sur le plan psychologique. Il peut être aussi en difficulté scolaire. Mais en général, les causes les causes sont souvent plus personnelles. Voilà. Que celles qui remettent en question le système lui-même. Voilà. Après, on a le livre, le roman Clarté d'enfance. Alors, Clarté d'enfance, c'est l'histoire du deuil d'un enfant. C'est Régine Détambel qui parle des livres qui soignent. Alors ça en fait partie, puisque je sais par témoignage que beaucoup de mamans qui avaient perdu leur enfant ont pu lire ce livre et en ressortir avec une autre vision des choses. Moi-même, j'ai été amenée à écrire ce livre parce que j'ai perdu mon premier fils, bébé. Et ça a été très très difficile. D'ailleurs, le livre, c'est sa genèse... arrive dans les années, à la fin des années 90. Je commence à écrire le Clarté d'enfance en 1999 et je ne terminerai le roman qu'en 2009. Et j'ai puisé dans mon enfance, ma propre enfance, pour arriver à trouver justement la force et peut-être la douceur de vivre qui ont permis après de surmonter ce qui avait été une déchirure. Mais ça reste un roman. Mais ça reste un roman, voilà. Une autobiographie. Oui, le jour où j'écrirai mes mémoires, ça sera encore sur un autre ton et avec d'autres aspects que j'aborderai certainement. Mais alors, pour ça, il faut avoir justement beaucoup de distance par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Mais même si Garcia Marquez disait qu'il faut la vivre pour pouvoir l'écrire, la vie. Le dernier titre, les rivages du père. Alors, les rivages du père, là, c'est plus l'expérience de la mère. Non, là, c'est l'expérience de la fille. La fille par rapport à son père, c'est le lien filial. Alors, qu'est-ce que c'est qui, justement, le fortifie, ce lien? Qu'est-ce que c'est qui le construit? Qu'est-ce que c'est qui le fait évoluer? Qu'est-ce que c'est qui, des fois, aussi le compromet, le détruit, l'abîme au fil des années, puisque, en général, le père, au départ, c'est le premier homme de sa vie. Donc, on le met sur un piédestal. Et puis après, petit à petit, la relation évolue. Se construit autrement, voilà. Et là, pourquoi les rivages du père? Eh bien, parce que tout simplement, le roman se construit autour de l'idée que le père et la fille se rencontrent le plus longtemps à l'occasion des vacances. Ces vacances, je fais en sorte qu'elles se passent au bord de la mer, ce qui permet d'aller d'une station balnéaire à l'autre. Et je voulais pas mettre un point final parce qu'en réalité, c'était aussi le deuil de mon père que je faisais et à travers ce livre. Donc il y a à la fois des choses qui sont autobiographiques et d'autres qui sont tout à fait inventées et construites, mais ça, personne ne peut, je crois, dénouer le vrai écheveau. C'est le propre du roman, hein. Mais je voulais terminer quand même sur quelque chose qui soit autre chose qu'un point final. Donc le roman trouve une autre respiration par un hommage à Henri de Montfred, qui est un hommage poétique et qui fait que
encore une fois, la poésie finit de sublimer ce qui aurait pu rester un éclat de rire final. Qui a laissé un souvenir voilà. à la Franquie, entre autres. À la Franquie, c'est pour ça d'ailleurs que sur la première de couverture du livre, on a une photo donc, des rivages de la Franquie. Voilà. Toujours sur RCF Pays d'Aude, dans l'émission Rue des Arts, avec Martine Billard, qui a beaucoup de cordes à son arc littéraire, puisqu'elle pratique la poésie, le roman. Et quoi encore, Martine, comme genre littéraire? Alors après, il y a les essais. Alors les essais en général, c'est des sujets d'histoire qui font partie, dans le cas par exemple de Poste et Messagerie en Languedoc de Louis XIV à la Révolution de 1789, là j'étais dans ma spécialité qui est celle de l'histoire moderne. Donc c'était très intéressant parce que c'est sur la communication en fait à une époque où évidemment il n'y avait pas le téléphone, Internet ou la télévision. Donc comment se débrouillait-on pour que les informations parviennent, quelles étaient les décisions possibles, quels étaient aussi les réseaux qui permettaient d'espionner les uns et les autres pour savoir ce qu'ils n'avaient pas dit. Donc ça c'était, en plus c'était en Languedoc, mais on s'aperçoit que le Languedoc était la principale province du royaume, donc très en lien avec Paris et avec les pays voisins. C'est un livre qui a trouvé son débouché dans des conférences comme par exemple Communiquer dans l'Ancien Régime ou Voyager sur le canal du Midi au XVIIIe siècle, quand le canal du Midi était encore tout neuf. On s'aperçoit que finalement la communication à cette époque-là était très en lien aussi avec tous les réseaux évidemment routiers, voilà, mais aussi les voies d'eau. Voilà. Et la création du port de Sète. Donc, c'est vraiment au cœur, finalement, de toute une société naissante qui va trouver son aboutissement après au XIXe siècle avec le train en particulier. Voilà. Vous restez toujours en Languedoc, dans cette région. Oui. Et puis, enfin, disons, c'est l'ancrage, puisque je me partage entre Petite Camargue et Haute-Corbière. Donc, ça, c'est vraiment le terreau. Et puis après, il y a l'ouverture sur le monde quand même, toujours. Et des fois même l'ouverture spirituelle, puisque en plus de l'histoire, il y a aussi ce souci de témoigner aussi d'une vie spirituelle, avec les embrasements, les aphorismes et témoignages qui m'ont mis en état de réception sur une vingtaine d'années, de 1988 à 2008. Et là, c'est pour un public particulier ou bien... Non, parce que l'idée, c'était de se demander justement, entre d'un côté une société où Dieu est mort, enfin, c'est ce qu'on dit, et de l'autre côté de la Méditerranée, une société où Dieu justement est l'occasion d'avoir un impact quand même très important sur la vie en société, eh bien, je me disais, comment se situer finalement, quel est le message, que dire à ces jeunes de notre temps, quoi, voilà, de ce que ça peut être que la vie spirituelle quand on est à l'écoute à la fois de soi-même et puis du cœur du monde. Voilà. Ça Merci. nous donnera une autre occasion, je pense, de faire une émission sur ce sujet et les autres qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Merci Martine Billard. Tous les livres sont publiés aux éditions Edilivre et ils sont illustrés par Gaëtan Billard. Au revoir. Au revoir, merci.